Dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, la table de concertation du Mouvement des femmes Centre du Québec est fière de vous présenter le webinaire « Violences contre les femmes, rencontre avec une femme trans ». Je me présente, je suis Danielle Gamelin. Je suis coach et conseillère senior en gestion. Je suis aussi, comme vous le voyez dans ce webinaire, animatrice et facilitatrice. Et je suis aussi directrice de la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska et aussi bien heureuse d'être avec vous pour ce webinaire. Alors, le Mouvement des femmes fait à chaque année une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Cette campagne a lieu du 25 novembre au 6 décembre. Alors, la présente activité s'inscrit justement dans le cadre de cette campagne et l'objectif de ce webinaire, c'est de favoriser la réflexion et démystifier les violences faites aux femmes et plus particulièrement, et en passant par celles s'adressant aux femmes transgenres. Le webinaire se veut donc contributif de ce grand objectif et il est rendu possible grâce au leadership de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Alors, je vous présente tout de suite le déroulement de ce webinaire. Essentiellement, ça se veut sous la forme d'un échange en toute convivialité avec notre invité que je vais vous présenter dans les prochaines minutes. Et à l'intérieur de cet échange-là, nous prendrons aussi vos questions. Donc, si vous en avez, bien sûr, s'il y a lieu, vous pourrez d'ailleurs les inscrire directement dans le chat si vous le souhaitez. C'est selon votre préférence. Allumez votre caméra et posez votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et que ce soit une question, un commentaire, on va tout accueillir ça. Alors, sans plus tarder, je vous présente Arielle Gagnon. Arielle, c'est une femme d'affaires, une intervenante, une conférencière qui a fait une transition de genre à 24 ans. Forte de cette expérience, elle a ressenti le désir d'accompagner les autres à travers les obstacles qui peuplent le quotidien des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Pour devenir une voix pour les personnes qui ne souhaitent pas s'afficher, elle a écrit une conférence ayant pour titre, et j'aime beaucoup, Changeons le monde une personne à la fois, où elle relate sa propre expérience ainsi que celle de plusieurs autres. Son but, c'est d'informer les gens et diminuer l'ignorance sur cette réalité. Elle croit fermement que si à chacune de ses conférences, une seule personne change de point de vue, celle-ci changera la vie d'une autre personne. Alors, merci. Féministe régional dont l'objectif principal est de défendre les droits des femmes, d'améliorer leurs conditions de vie, et ça dans une perspective d'égalité entre les sexes. Elle intervient dans plusieurs domaines comme la santé, l'éducation, la lutte à la pauvreté, la violence, le développement social et l'accès aux instances décisionnelles. Je vais vous donner quelques exemples actuels de projets sur lesquels on travaille. Comme par exemple, en ce moment, il y a une recherche sur les femmes avec des limitations fonctionnelles au centre du Québec. On a réalisé qu'il n'y avait pas de données là-dessus. Donc, c'est en cours, là, c'est en train de se faire. Il y a aussi un laboratoire d'émergence en économie sociale et on offre aussi un soutien aux élus municipaux de la MRC d'Arthabasca. Donc, c'est quelques projets qui sont en cours et dont des webinaires ou je vais dire, des activités comme ce soir là, qui s'ajoutent dans tous ces dossiers parce qu'on en a beaucoup. Donc, voilà. Merci, Daniel. Je te redonne la parole. Merci, Maryse. Je laisserai en fait la parole tout de suite à Madame Francine Ducharme. Francine, elle est directrice générale de la table pour qu'elle nous parle des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Alors, à toi, Francine. Merci, Daniel. Donc, bonsoir à tout le monde. Euh, Nous, on a décidé de faire cette rencontre-là justement dans le cadre des 12 jours contre la violence faite aux femmes. Et comme le disait tantôt Daniel, c'est du 25 novembre au 6 décembre. Alors, un petit quiz. Pourquoi le 25 novembre?
parce que c'est la journée internationale de la violence faite aux femmes. Alors, c'est pour ça que la Fédération des femmes du Québec a choisi le 25 novembre comme début de la campagne. Et pourquoi ça se termine le 6 décembre? C'est parce que c'est la journée de commémoration de l'événement de Polytechnique où on se rappelle 14 jeunes femmes avaient été tuées par Marc Lépine. Ce qui est des fois dérangeant parce que pendant cette semaine-là, on voit souvent toutes sortes de messages sur les médias sociaux. Donc, un que j'ai lu dernièrement qui disait qu'on devrait canoniser Marc Lépine, pardon, parce que grâce à lui, il y avait des féministes de moins sur la Terre et qu'on devrait toutes faire la même affaire. D'ailleurs, lui-même disait aux gens de s'acheter un fusil pour tuer une féministe pendant cette campagne-là. Je vous rassure, il est en prison maintenant, ce monsieur-là. Mais on voit encore toute la violence qui est faite envers les femmes. Donc, c'est un bon, comment dire, éclairage pour nous prouver que la violence, c'est pas fini. Donc, c'est ce que je voulais vous dire et que chacune à la fois, si on peut, je vous invite aussi à participer aux actions qu'il y a un peu partout dans la région et de porter un ruban blanc qui signifie justement qu'on 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 veut mettre fin à toutes ces violences. Donc, ça démontre notre appui, tout ça, pour ce mouvement-là. Alors, c'est tout pour moi. Merci, Francine. Merci pour cet important message. J'ai Effectivement, oublié de dire que cette année, à chaque année, on se donne un thème, je trouve ça important de le dire. Alors, c'est sur le thème précarité genrée, violence ignorée. Alors, ça a un sens avec notre thème de ce soir. effectivement. Merci encore, Francine. Alors, sans plus tarder, effectivement, débutons maintenant cet intéressant et pertinent échange avec notre invité Ariel Gagnon. Bonjour. Alors, t'es prête, Ariel? Toujours. Yeah, on y va. Alors, euh, évidemment, on va parler avec toi, Ariel. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire ton parcours, parce que on a vraiment beaucoup envie de te connaître et de te faire connaître aussi, parce que, comme on le disait un peu dans l'introduction, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais et je pense que c'est vraiment gagnant pour tous d'apprendre à te connaître et de connaître ton parcours. Donc, évidemment, comme je viens de le mentionner, débutons. Est-ce que tu peux nous parler de toi à partir de ton enfance, hein? Et quand tu t'es retrouvé aussi à la croisée des chemins concernant ta décision de faire ton changement de genre? Ben oui, il n'y a pas de problème. J'ai eu une enfance quand même, je dirais, tranquille, même s'il y a eu quand même des situations là, dans les milieux scolaires où il y avait énormément de bullying, si Mhm. je peux le dire comme ça. C'était vraiment assez fort, autant du point de vue des élèves que du point de vue du corps professoral. Fait que j'ai pas OK. eu un primaire très, très reluisant. J'ai su vers l'âge d'à peu près 9 ans, quand j'ai sorti un petit peu comme de ma bulle d'enfant, là, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Mais dans ces années-là, il n'y avait pas Internet, parce que oui, hein, en 91, et mettons, si on prend en considération là, avant les années 2000, Internet n'existait pas et la transidentité était quand même encore considérée comme une maladie mentale dans le DSM. Donc, les traitements n'étaient pas nécessairement les mêmes et les informations n'étaient pas nécessairement les mêmes non plus qu'on a aujourd'hui avec toutes les études qui ont ressorti. C'est assez incroyable ce que tu viens de nous dire là, Ariel, là, par rapport au DSM.
Oui, c'est dans la dernière version du DSM que la transidentité est passée de maladie mentale à condition. Conditions Incroyable. médicales, bien qu'il y en ait qui aimeraient que ça soit plus du tout dans le DSM, il y a une raison pourquoi que c'est encore dans le DSM, c'est que si c'est plus dans le DSM, ce n'est plus couvert par la RAMQ. Mhm. OK. Donc, en mettant la transidentité comme une condition médicale, les soins relatifs, toutes les opérations, les hormones, tombent couverts par l'assurance maladie qui ne le serait pas si ça sort du DSM. Donc, c'est un mal pour un bien. Et Mhm. vu que c'est plus considéré comme une maladie mentale et comme une condition, c'est moins problématique parce que parce qu'on ne se le cachera pas, ça reste quand même une condition. Fait que, au moins, ça représente beaucoup mieux ce que c'est dans la réalité des choses. Euh, Quand j'ai su, moi, vers l'âge de 9 ans, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, ça a pris énormément de temps avant que je puisse faire le cheminement parce qu'il n'y avait pas toutes les informations comme on a aujourd'hui. Ce n'était pas autant visible non plus qu'aujourd'hui. Fait que ça a pris quand même plusieurs années là, avant que je sois capable de trouver des forums sur Internet qui, à force de lire des commentaires, oui, quand on parle de forums, on se ramène quand même quelques années en arrière parce que c'est plus aussi populaire que c'était. Hein? Les personnes plus jeunes qui vont écouter, là, comme vous dites, des forums, c'est quoi ça? C'est ça c'est l'ancien Facebook. Ça, c'est l'ancien Facebook. Euh, il y avait des commentaires sur ces forums-là, des personnes qui ont écrit leurs histoires de A à Z dans ces forums-là, qui ont fait qu'au bout de la ligne, je me suis reconnu dans ces choses-là. Mais même en m'ayant reconnu dans les commentaires, ça l'a pris encore plusieurs années. J'avais vraiment enfermé ça au plus profond. Ça paraissait pas. Personne ne pouvait s'en douter. J'avais vraiment comme un masque tout le temps qui faisait, tu sais, c'était j'ai été élevé comme un garçon, j'agis comme un garçon, vraiment un masque très, très, très solide. Puis, il a fallu une fête d'Halloween, en fait, où, parce que j'avais vraiment tout enlevé de ma vie, ce qui pouvait avoir une connotation féminine. J'avais vraiment coupé ça, ça n'existait pas. Et dans une fête d'Halloween, on m'avait lancé un défi de me déguiser. De me déguiser en fille. Puis je l'ai fait, le défi. Et en fait, les gens, c'est quand ils se déguisent en quelque chose que c'est pour le plaisir ou des trucs. Puis quand je me suis déguisé, ça a fait comme. C'était pas un déguisement. Ouais. Ça l'a fait comme pourquoi je suis pas comme ça à tous les jours. Et là, je tiens à préciser quand même que, contrairement à tous les déguisements qu'on peut voir, je n'étais pas habillée de façon provocante ou comme on peut voir souvent dans les déguisements d'Halloween, là, très, très sexualisé. C'était un look très normalisé, très normal. Je voulais pas avoir justement là, cette hypersexualisation-là des costumes d'Halloween qu'on peut voir de façon standard. Puis ça a été vraiment un déclencheur de... euh, la boîte de Pandore avait été ouverte grâce à Mhm. cette expérience-là et ça l'a fait qu'au bout de la ligne, euh, après ça, je ne peux plus revenir en arrière. Le chemin euh, avait commencé à rouler, puis il fallait que je le fasse. Donc, c'est après ça que là, j'ai vraiment pris vraiment les informations sur Internet, un petit peu partout. Puis là, ça commençait justement, tu sais, le timing était comme bon parce que les lois avaient commencé à changer,
les processus avaient été mis plus simplement. Même le processus de changement de nom était rendu beaucoup plus simple. Donc, il y avait quand même plein de choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Est-ce que j'aurais aimé pouvoir transitionner plus tôt? Oui, mais en même temps, non. Parce que la difficulté de transition, parce qu'on voit beaucoup, on va mettre dans le passé la vie d'aujourd'hui. Et une transition dans les années quand j'étais jeune, on est très, très loin d'une transition d'aujourd'hui que les jeunes peuvent avoir. Fait que, est-ce que j'aurais aimé transitionner plus tôt? Oui. Est-ce que je l'aurais nécessairement voulu dans ces années-là, dans la conjoncture qu'il y avait? Non. C'est là qu'on voit quand même qu'il y a vraiment eu un gros cheminement entre les années 90, les années 2000, les années 2010 sur le sujet en général. Puis après ça, j'ai vraiment entamé ma transition en apprenant tout ce qui pouvait se faire côté hormonothérapie, vraiment là, à fond pour vraiment savoir dans quoi je m'embarque parce que je n'aime pas trop m'embarquer dans des trucs que je connais pas ou que je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Je suis la première responsable de ma santé, donc je trouvais ça important de savoir les produits que j'allais prendre, de quelle façon que ça se faisait, qu'est-ce qui se faisait aussi dans le monde sur les produits. Donc, je me suis informée, je me suis instruite sur le sujet. Puis, ça le fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai capable d'avoir la transition que j'ai eue, puis de pouvoir justement aider les autres à comprendre, à pouvoir aller plus loin aussi, puis à emmener le questionnement plus loin que ce qui est vraiment, mettons, ce que beaucoup de gens pensent que c'est genre super, super simple, c'est genre gauche, droite, en haut, en bas. Non, c'est plus global que ça, c'est plus gros que ça, c'est plus profond que ça, puis d'aller vraiment chercher plus loin le pourquoi du comment, puis pouvoir aider les gens aussi à trouver leur pourquoi du comment dans cette situation-là. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? J'entends bien ce que tu dis, Ariel, là. Est-ce que quand tu dis que c'est plus profond que ça, trouver le pourquoi du comment, peux-tu nous donner un exemple de justement des questions que toi tu t'es posées ou de gens que tu rencontres que- qui se posent ou qui devraient se poser avec toute l'expérience qu'ils ont vécu à toi Euh, avant, avant de procéder, comme tu l'as mentionné, là, avant de transitionner, comme tu l'as dit, là. Alors, c'est, oui, c'est quoi ben, les c'est grandes une très questions de bonne fond? question au bout de la ligne parce qu'il y a quand même, euh, malheureusement, dans les personnes trans, il y a quand même une certaine quantité de personnes qui ont des comorbidités reliées à leur transidentité. De la dépression, des idées suicidaires, d'autres, tu sais, qui apprennent en faisant leur transition, qui peuvent avoir un TSA, qui peuvent avoir, tu sais, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte plus loin que juste le fait d'une transition. Il y a quand même aussi, bien que, tu sais, on est dans l'autodétermination, les gens ont le droit de se Mhm. représenter comme ils se voient. C'est important d'aller chercher plus loin que comment les personnes se voient eux-mêmes. Pourquoi ils se voient de cette façon-là? Est-ce qu'il y a des situations qui auraient pu emmener ces situations-là? Puis c'est un petit peu ça que c'est pas pour rien qu'avant, souvent, avant d'avoir les hormones, pour la plupart, il y a quand même un suivi psychologique, même s'il n'est pas nécessairement obligatoire, parce que tu peux aller voir un médecin généraliste qui accepte de te suivre. Personnellement, je trouve important qu'il y ait quand même un suivi psychologique dans les débuts de transition parce que ça amène tellement de questionnements, tellement de changements qu'avoir une aide extérieure dans tout ce cheminement-là, ça devient important. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui va aller pousser le cheminement beaucoup plus loin, de juste dire, bon, mais demain matin, moi, je prends des hormones. Moi, mais as-tu fait un cheminement total, complet? C'est un gros changement dans ta vie. C'est pas magique non plus,
Les personnes qui pensent Mhm. que prendre des hormones, c'est magique, puis demain matin, ça change une vie, c'est faux. Ça, c'est le pire mensonge qu'on ne peut pas entendre sur l'hormonothérapie. Oui, ça peut aider. Oui, pour certaines personnes, ça fait des miracles. Mais est-ce que c'est le Saint Graal? Est-ce que absolument pas? Il y a des choses qui fonctionnent très bien, il y a des choses qui fonctionnent moins bien, tout dépendant comment le corps réagit. Est-ce que tu imagines que tu vas ressembler après 5 ans, 6 ans, 7 ans de transition? Ça se peut que ce ne soit pas la même affaire. Donc, il y a vraiment un cheminement, des questionnements à se poser, à savoir, OK, ben, je le veux, OK, parfait, mais c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une transition? Est-ce que c'est vraiment que j'ai besoin de m'affirmer dans mon côté féminin? Est-ce que c'est vraiment, puis que ce soit là, on parle, parce que là, on parle des femmes trans principalement, mais c'est le même cheminement pour les hommes trans au bout de la ligne. Est-ce que j'ai besoin de est-ce que c'est vraiment juste un point de vue que j'ai envie de m'habiller dans des vêtements plus féminins et que, ben, vu, mettons, que tu es considéré par les autres comme des hommes, tu n'as pas le droit de porter des vêtements plus féminins. Il y en a que c'est vraiment que ça. Il y a vraiment un questionnement à avoir qui va pousser plus loin. Puis la transition n'est pas nécessairement la solution euh, générale applicable à tout le monde. C'est vraiment excessivement important et pertinent ce que tu nous énonces, Ariel. Je pense que ça devrait être entendu par toutes les personnes qui se posent les questions que tu mentionnes. Puis c'est ce que je trouve un petit peu dommage aussi tu sais, dans les médias, on entend beaucoup parler comme si les gens faisaient des transitions un peu comme ils allaient acheter des bonbons dans un dépanneur, là. Puis ouais. c'est pas le cas. Mhm. Ça demande un cheminement avant de le faire. Et le cheminement, il est fait par la majorité des gens, là. C'est pas anodin et c'est pas aussi simple que de changer de voiture du jour au lendemain, là. Effectivement, c'est un changement, comme tu l'as mentionné tantôt, c'est un changement en profondeur. Euh, Tu parlais, bon, tu te posais les questions à quoi je vais ressembler, comment aussi, j'imagine, comment tu vas te sentir, parce que avant d'entreprendre la transition, tu te sens d'une telle façon, mais les questions à savoir, je vais me sentir comment après, c'est des questions tout aussi importantes. Et ce que je comprends aussi, ce que tu recommandes, c'est d'avoir un suivi psychologique, un accompagnement psychologique lorsqu'on vit cette période de questionnement à tout le moins. Exactement. Que ce soit avec un travailleur social, une psychologue, un psychiatre, Mhm. tu sais, une travailleuse de rue, n'importe qui a les connaissances nécessaires aussi, parce que c'est plutôt important, Ben oui. qui est capable d'être là euh, pour le soutien, de répondre aux questions, de donner. Tu sais, il y a des organismes qui sont là, qui peuvent aider, qui peuvent soutenir, qui peuvent donner de l'information. Euh, c'est vraiment important. Tu sais, les hormones, c'est pas juste. C'est pas. Ça fait quand même beaucoup de choses, les hormones dans le corps. Et quand tu n'es pas habitué à, à ça, ça frappe. Ça frappe. Mhm. De l'estrogène, ça démolit un psyché solide. Euh, quand tu commences à prendre ça pour vrai, tu te mets à avoir des émotions complexes, pas habituelles. Fait que, tu sais, Effectivement. c'est d'être capable de pouvoir les contrôler, d'apprendre à les accepter aussi. Mais ça demande, tu sais, ça demande quand même d'avoir quelqu'un qui est capable de faire comme c'est normal ce que tu vis, puis d'être capable de comprendre, puis d'emmener ça ailleurs, parce que sinon, tu deviens rapidement submergé, puis ça devient encore plus compliqué par après. Mhm. Ben, merci vraiment, Ariel, pour toutes ces informations-là. Encore une fois,
tellement pertinente. Si on allait du côté de ton entourage, ta famille, ton entourage immédiat, quand tu as pris ta décision, et effectivement, là, suite à la fameuse soirée d'Halloween, etc., là, les suivis de ça, comment ils ont réagi? Comment tu t'es senti dans tout ça? Ma famille a quand même bien réagi. J'ai eu de la chance. Il faut savoir que les personnes trans, que leur famille les soutiennent, Mhm. diminuent les risques de suicide de 90%. 90%, il n'y a absolument rien dans le corps médical qui a un effet aussi drastique sur les chances de survie d'une personne. OK. C'est impressionnant. J'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a soutenu, qui ont été là, qui ont eu des difficultés quand même, parce qu'il y avait quand même un changement, eux, à voir. Il y avait quand même des habitudes à changer. Il y avait beaucoup de questions aussi, parce que, tu sais, ça reste, même si j'étais pas morte, il y avait quand même un deuil à faire. Il y avait un deuil de la personne que j'étais, il y avait un deuil de ce qui, de la personne qui avait imaginé aussi pour le futur. Il n'y avait pas non plus envie euh, que ma vie devienne un enfer à cause de ça. Fait il devait quand même euh, réapprendre un petit peu tout ça. Puis ils l'ont fait quand même, je dirais, avec brio, bien qu'il y avait beaucoup de questions, ils l'ont quand même super bien fait. Donc, ça demande une grande capacité d'adaptation de l'entourage et ça demande aussi, avec les statistiques que tu viens de nous énoncer là, sur le taux de suicide, c'est un élément extrêmement important, le Oui, soutien de l'entourage. le soutien de l'entourage est primordial Mhm. dans une transition. Euh, c'est sûr qu'il y a toujours, tu sais, il y a la famille proche. La famille proche n'est pas toujours non plus papa, maman, frère, sœur. Tu sais, la famille proche, des fois, il y a des gens qui sont comme une famille, qui sont aussi proches que des parents, en n'étant pas des parents. Tu sais, le soutien de ces personnes-là est aussi important là-dedans, bien qu'il y en ait qui partent. Là. Tu sais, on ne se le cachera pas. Il y a des gens, en général, c'est pas bien vu par tout le monde. Il y a des parents qui ne réagissent vraiment pas bien et que ça en est violent au point de vue psychologique et verbal. Là. Tu sais, il y en a même que ça va dans les violences physiques. Là. Mhm. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, mais euh, c'est pour ça que c'est important que les parents aussi, autant que les personnes qui vivent une transition, euh, aient la bonne information. Parce que malheureusement, c'est pas ce qu'on lit dans le Journal de Montréal ou dans des journaux tu sais, mainstream qu'on va avoir la vraie information sur le sujet, malheureusement. On va avoir beaucoup d'opinions, très peu de faits. Tout Et à ça, fait. c'est légèrement problématique au niveau de l'acceptation. Mhm. Et toi, si ça s'est bien passé, justement, au niveau de ton entourage, tes proches, euh, est-ce que tu as quand même vécu des difficultés, tu as rencontré des obstacles? Tu nous parlais tantôt là, de toute l'adaptation à l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres difficultés qui ont été, que tu as rencontrées là, dans ton parcours, dans ton cheminement? Oui, il y a eu, c'est sûr que toutes les niveaux, toute la réapprentissage de la gestion de mes hormones, de la gestion de la vie en général, je dirais, parce que ça change la vision qu'on a du monde qui nous entoure. Ça fait voir des problématiques qu'on ne perçoit pas nécessairement quand on le vit pas. Tu sais, on s'attend que ce soit plus égalitaire, plus. Là, tu remarques qu'en fin de compte,
pas si égalitaire que ça, qu'il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de trucs à voir. Puis là, c'est là que ça devient quand même, que ça pèse, veut pas, toutes ces choses-là. Sinon, c'est sûr que, point de vue relationnel, c'est sûr que ça change énormément les choses, parce qu'il y a des gens qui, au niveau relationnel, qui ne l'acceptent pas nécessairement. Donc, là-dessus, j'ai quand même eu de la chance dans ma malchance, mais c'est pas donné à tout le monde. OK. Donc, il y a quand même eu des gens même si somme toute, il y a eu une acceptation assez globale, il y a quand même certaines relations que ça a été plus difficile, puis je Ben, pense il y a certaines qu'effectivement, relations qui ont simplement arrêter, arrêté. ouais. Parce que tu, tu finis par remarquer que certaines personnes étaient malsaines Mhm. sans même t'en être rendu compte parce que tu étais un peu comme dans le game. Mais un coup que tu n'es plus dedans, ben là, tu remarques qu'il y a certaines choses qui sont problématiques, puis que ça ne fonctionne plus nécessairement avec la nouvelle réalité que tu as, là. Tout à fait. Merci, Ariel. Écoute, on va revenir tantôt, là, on va passer au bloc, là, justement, sur le sujet du jour, je dirais, là, sur les violences faites aux femmes, mais tu as quand même effleuré quelque chose d'intéressant, puis on va y revenir tantôt au sujet des constats que tu as faits au niveau de ta vie de femme versus, tu sais, c'est vraiment intéressant, là, et très percutant d'entendre ça, que tu as fait des constats. C'est assez intéressant. On y revient, c'est sûr. Puis justement, avant de passer à quelques questions, s'il y en a ou des commentaires, et de passer au prochain bloc sur les violences faites aux femmes, est-ce que tu pourrais, on va profiter de ton expertise, nous aider à mieux comprendre, c'est quoi la différence entre transgenre et transsexuel? La différence, c'est sûr que, encore là, ça va dépendre des personnes. Pour certaines personnes, ils vont se qualifier de personnes transgenres, d'autres personnes seulement de personnes trans, d'autres personnes de personnes transsexuelles. C'est vraiment propre à chaque personne. C'est sûr que c'est très... quand on parle de personnes transsexuelles, c'est vraiment très médical comme terme. Ça faisait partie aussi du terme qui était problématique dans le DSM, qui psychiarisait la personne au bout de la ligne dans le temps, avant qu'il change le DSM. Et c'était les personnes qui avaient subi une opération. OK. Donc en fait, il y avait vraiment comme une distinction entre les personnes qui avaient subi une opération et les personnes qui ne désiraient pas avoir l'opération. Il faut savoir aussi que personne trans est un parapluie de plein d'autres choses, dont les personnes non binaires, donc il y a tellement de choses que le message, mettons, quand on va parler qu'une personne trans, c'est vraiment de parler de personnes trans, de femmes trans, d'hommes trans, de personnes non binaires, mais d'éviter d'utiliser les termes comme transsexuel, à part si la personne concernée euh, se définit comme telle au bout de la ligne et que ça lui causera pas des problématiques à ce niveau-là. OK. OK. Ben, merci pour cet éclairage, Ariel. Toujours. Merci beaucoup. Je ne sais pas si avant de passer au prochain bloc, il y a des questions, des commentaires que vous souhaiteriez adresser à Ariel. On a fait le tour, je pense, là, bien sûr, très sommairement, là, et merci encore, Ariel, de ton ouverture, de partager ton vécu avec toi. Je pense que c'est très instructif pour vraiment tout le monde. Et quand tu dis je veux changer le monde, ben, crois-moi que tu fais bien ton travail. Merci, j'essaie fort. Oui, ça paraît. Merci. Des questions, des commentaires avant qu'on poursuive? Maryse, est-ce qu'on a des choses dans le chat? Moi, j'en vois pas, en tout cas.
Parfait. Moi, je vois rien du tout de mon côté, mais n'hésitez pas à vous faire voir et vous manifester, comme dit une amie, commentaires, questions et état d'âme. État d'âme, bien sûr, pourquoi pas. Alors, on passe tout de suite à notre bloc, justement, sur les formes de violence faites aux femmes. Euh, Dans l'encart publicitaire que la table, justement, avait proposé pour annoncer la tenue du webinaire, on mentionnait que la violence faite aux femmes, c'est un problème mondial, rien de moins, qui prend de nombreuses formes. On parle de violence physique, sexuelle, psychologique, économique. Cette violence peut être perpétrée dans différents contextes, puis ça touche toutes les femmes de tout âge, culture et milieux socio-économiques. Donc, c'est vraiment, encore une fois, très global. Alors, je reviens à toi, Ariel. Comme femme, est-ce que tu subis de la violence? Puis si tu en subis, peux-tu- comment, comment la subis-tu? Je sais que ma question est très large, là, mais est-ce que tu C'est, en subis? je pense que comme n'importe quelle femme, il y a toujours des petites violences anodines qui restent de la violence pareille, là. Des petites violences, tu Oui. sais, c'est des petits commentaires, des petites pines, des fois, sur certains points, sur certains sujets. Euh, pas dans mon emploi actuel, mais tu sais, dans d'autres emplois où ma voix n'avait pas euh, la même portée que mes collègues. C'est vraiment quand même tu sais, j'ai la chance de ne pas nécessairement avoir tu sais, d'avoir jamais vécu de violence monétaire, mais toute la petite violence journalière, quotidienne, bien sûr, celle juste avec les personnes trans, celle qu'on vit à tous les jours, les coming out un petit peu forcés, Mhm. les questions déplacés, des questionnements sans rapport nécessairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils ont une personne, soit une personne de la communauté LGBT en avant d'eux, ben que automatiquement, ils peuvent poser toutes leurs questions sans filtre, puis pouvoir arriver du jour au lendemain. Fait que, ben là, toi, maintenant que je t'ai doté devant moi, ben voici toutes mes questions. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement apte ou prête à répondre à ces questions-là aussi intrusives. Et des fois, certaines personnes aussi vont pousser pour vraiment avoir des réponses à leurs questions. C'est bien dans un sens de vouloir avoir des réponses, mais il y a des temps et il y a des milieux propices à ça. Donc, ce que je dis, moi, en conférence, c'est si la question, tu ne la poserais pas à un commis dans un dépanneur durant une transaction, pose pas la question. OK. Tu sais, à moins que je me trompe, il n'y a personne qui va dans un dépanneur, il regarde la personne en arrière de la caisse, fait comme hey, toi là, as-tu un pénis ou un vagin? Il n'y a jamais personne qui pose cette question-là dans un dépanneur. Personne. Ben, si la question ne se pose pas dans un dépanneur, si la question ne se pose pas à une serveuse dans un restaurant, si la question ne se pose pas de façon, dans une conversation régulière de la vie, pose pas ta question. C'est En aussi fait, simple que ça. effectivement, comme tu dis, c'est aussi simple que ça. C'est une question de savoir-vivre, ultimement. Exact. Hein? Exact. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas à l'aise de répondre à ces questions-là ou qui n'ont pas nécessairement le franc-parler ou l'information vraiment. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils posent des questions, c'est pour pogner la personne. Ou Fait qu'ils peut-être vont un pas. élément peut-être un élément de curiosité, euh, Ben, je en dirais fait, pas. ou des fois, mettons, ils ont un argument qui va à l'encontre. Mettons, comme la transidentité, il y a des gens qui vont poser des questions comme s'ils voulaient partir, ils veulent partir un débat
Exact. sur une information qui a été dite avec d'autres informations qu'eux possèdent en essayant de confronter. Mhm. Et ça cause quand même énormément de malaise parce que, la personne, elle n'a peut-être pas envie de débattre parce que un dimanche matin, avec un sans café, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as envie de débattre. Et ça ne veut pas nécessairement dire non plus que tu as les connaissances, parce qu'on est d'accord que toutes les personnes trans, toutes les personnes de la communauté LGBT, on a un vécu. Notre vécu, il est propre à nous. Et comme dans les transitions, il n'y a pas une transition de pareil. Toutes les transitions sont différentes. Donc, mon vécu ou le vécu de d'autres personnes ne seront pas nécessairement le même. Donc, Mhm. c'est pas mon vécu, c'est comme le vécu. C'est un parmi tant d'autres. Donc, la personne, elle a le sien, mais elle n'a peut-être pas l'information d'études, elle n'a peut-être pas l'information de d'autres personnes, elle a une vision. La personne qui vient souvent apostropher dans ces situations-là a des informations prélevées à peu près n'importe où, pas complètes pour la plupart du temps, qui amènent des fois des choses qui sont, excessivement transphobes et excessivement problématiques. Même au niveau du féminisme de base, la défense, c'est des commentaires qui sont euh, autant que certaines personnes ne tolèrent pas les femmes trans, autant que certaines personnes à la femme trans vont sortir des commentaires très misogynes. Mhm. C'est comme si, parce que la personne elle a subi une transition, mais elle peut, euh, elle peut recevoir un peu le commentaire problématique, comme si la personne elle avait le droit de le dire, mais à cette personne-là, parce que, ben, parce que on l'entend souvent, c'est pas des vraies femmes. C'est un commentaire qui revient souvent, ça. Parce que pour cette personne-là, c'est pas des vraies femmes. T'sais, on n'est pas des vraies femmes, les femmes trans, ben, on n'est pas vraiment touché par ces commentaires-là. C'est pas vrai. Effectivement. C'est totalement faux et heureusement que tu es là pour nous en parler et tu le fais vraiment de la très bonne façon. C'est très clair. Alors, merci encore, Ariel, pour tes propos. Si on revient à notre thème de la violence, euh, avant et après, si je peux me permettre de le dire comme ça, là, on se comprend. Est-ce que toi, de façon plus spécifique, tu la vis davantage, la violence, aujourd'hui que tu la vivais avant? C'est quoi ta réalité? Qu'est-ce qui a changé pour toi Je, par te, je, rapport je à ce dirais que... que cette réalité-là, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Parce que OK. la transition au bout de la ligne euh, part, c'est vraiment sur un continuum. Même si on pourrait dire qu'il y a une fin, il n'y a pas vraiment de fin. Mhm. Oui, on vit une deuxième puberté, mais vu que tout se fait euh, sur le temps, ben, dans les débuts, la violence principale, c'est de la transphobie. C'est des regards de travers, c'est des commentaires désobligeants, c'est des mégenrages, c'est des gens qui refusent d'utiliser le pronom, même après que ça l'a été dit. Euh, dans les débuts, c'est vraiment plus ça. C'est vraiment de la violence, c'est vraiment de la transphobie. Moi, OK. selon mon vécu, plus mon passing avançait, plus la violence se transformait. Fait que là, on devenait vraiment commentaires désobligeants, sifflage, commentaires dégradants, commentaires sexuels. Euh, Arrêter de passer dans des endroits où ce que avant je passais parce que ces endroits-là étaient devenus dangereux. Euh, Me watcher 2, 3, 4 fois en vendant un article sur Internet qu'il fallait que j'aille livrer parce que tu sais jamais la personne qui va être derrière la porte. Mais je m'en rendais pas nécessairement compte avant. Parce Ouais. qu'avant, il y avait rien qui, euh,
pas rien qui me touchait ou qui me faisait peur, mais rien qui me faisait ressentir de la peur ou c'est comme un petit peu compliqué à dire, un petit peu compliqué à expliquer, mais il n'y avait rien qui faisait comme, qui allumait la petite lumière, qui faisait genre, ah, OK, là, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Tu sais, le Spider-Sense là, de Spider-Man, là, ça, cet sens-là, il était comme, il allumait pas avant. Puis là, ben, je dis, là, ça allume. Il y a c'est un questionnement euh, à se demander sans exception. Il va t'arriver quelque chose. Je passe beaucoup de temps sur la route. Je passe beaucoup de temps dans les hôtels. Ça a l'air de rien, mais tu passes dans un corridor d'hôtel, il y a une gang de gars qui se promènent. Tu vas quand même te poser des questions, à savoir, OK, il y en a un qui va me pogner par le bras et qui va m'entrer dans sa chambre de force. Ça a l'air de rien, mais ça peut arriver. Mais c'est des questions que je ne me posais pas nécessairement avant. C'est assez éloquent quand même, là, comme situation, ce que tu nous racontes, là. Oui, quand même, mais ça, on s'en rend pas compte. Puis quelqu'un qui vit tous les jours avec ça depuis sa jeunesse a quand même le vécu. Mais à un moment donné, tu finis par penser que ça devient la norme. Exact. À force de vivre avec ça, c'est comme, ben écoute, ça a toujours été comme ça, puis c'est comme ça. Fait que, tu sais, on fait On se un pose. peu, on fait un peu avec, parce que c'est devenu une seconde nature. Exactement. Quand tu n'as pas Oui. vécu cette situation-là, puis que là, soudainement, c'est une situation qui s'amène à toi, ben non, là, c'est pas normal. C'est pas une situation tu sais, encore là, même si ce serait une situation qui serait généralisée, peu importe la personne, ce serait pas, ça resterait une situation problématique pareille. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est quand même, pour ça, je trouve ça très éloquent parce que tu nous mets en plein visage ce que, ce que les femmes vivent au quotidien, ou en tout cas de façon assez régulière, que toi, tout à coup, tu t'es mis à ressentir. C'est très, très spécial comme situation. Oui, quand même, on reste bête dans les Oui. premières fois que ça arrive parce que pour vrai, on s'y attend pas. Mhm. Tu sais, j'ai pas attendu, ça a été un apprentissage rapide. Ça, je peux le spécifier là, très, très rapide. Mm. Ça a pas pris ben de temps qu'un coup que la Switch a switché, a switché. C'est Fait que ça. c'est, c'est dommage d'avoir besoin d'avoir cette pensée-là avant de faire une action, avant de poser une action, de se demander si on va être en sécurité, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas, comme tu le dis Non. si bien. Alors, on a parlé un petit peu, mais en plus de la violence qui est faite aux femmes, lorsque tu as pris la décision, toi, de devenir une femme, est-ce Ça, que... vois-tu, je vais t'arrêter là dans la oui, question oui, parce que on entend beaucoup le principe de devenir une femme ou de prendre la décision de. J'ai pas pris la décision de devenir une femme c'est vrai. parce que j'ai toujours été une femme. Ben oui, c'est vrai. J'ai pris la Alors, décision de faire une transition. J'ai pris la décision de, euh, de, 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 de devenir la personne que j'étais, mais j'ai pas pris la décision de devenir une femme. Et ça, merci Ariel. c'est, il y a pas il y a quand même une grosse différence entre les deux. Puis on entend souvent ça, ah, quand est-ce que tu. Non, on ne devient pas, on l'a toujours été. Peu Oui, importe l'âge, merci. peu importe l'âge, que tu aies remarqué à 40 ans ou à 9 ans, tu ne décides pas du jour au lendemain de devenir. Tu l'as toujours été. Tu ne le savais pas. C'est une très bonne précision, Puis Ariel, vraiment. il y a une petite question dans le chat. Puis je pense que Oui, ça amène bien parce que j'ai une question OK. qui est une question qui tracasse depuis longtemps. C'est quoi se sentir femme?
OK. Allons-y. La question, en réalité, ne se pose pas. Pas parce qu'elle elle ne doit pas être posée, parce que la réponse n'existe pas. Parce que si je demanderais à toutes les personnes qui sont ici et les personnes qui vont écouter plus tard, d'écrire dans les commentaires, c'est quoi être une femme, on aurait sûrement autant de définitions qu'on aurait de personnes qui écrivent dans les commentaires. C'est au même principe que on peut pas être une femme, c'est pas nécessairement c'est un fait beaucoup plus qu'une sensation. C'est même pas besoin de réfléchir, c'est qui on est. On n'a pas besoin de on se pose la question pour faire une transition, mais on ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'on est une femme? C'est là. On est ce qu'on est, point. Même pas besoin de se poser de questions, c'est ça. On fait juste de mettre, vu que quand on était jeune, il y a un docteur qui, en 20 millièmes de seconde, en nous levant, a fait comme voici, voilà. Ben, toute notre vie est basée sur une observation clinique d'un médecin qui a pris pas une seconde, qui a fait comme voici, et notre vie était écrite après. Mhm. Et notre histoire, elle est écrite d'avance. Nos parents nous écrivent une histoire, la société nous met une histoire de base. Comment qu'un homme doit agir, comment qu'une femme doit agir. La société met quand même des belles petites lignes. Fait qu'un coup que le médecin a coché, ben là, cette ligne-là, c'est comme si maintenant que le médecin a coché, c'est cette ligne-là qu'il faut suivre. Dire que, en fin de compte, cette ligne-là ne nous convient pas et que c'est pas la bonne ligne, ben, ça demande quand même réflexion pour comprendre qu'en fin de compte, il y a de quoi qui ne fonctionne pas, mais c'est comprendre c'est comprendre qui on est à l'intérieur euh, et non pas nécessairement euh, parce qu'on aime plus une chose ou qu'on aime plus une autre chose. Ce qu'on aime, même l'expression de genre ou les trucs comme ça, je veux dire, il y a des femmes plus masculines, ça enlève pas que c'est des femmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de, de ressenti. C'est pas vraiment un ressenti euh, plus que c'est ce qu'on est. Donc, si jamais tu as besoin d'avoir plus de précision, ben, on peut toujours en rediscuter et tu peux toujours poser une autre question. Ça va me faire plaisir de répondre. Merci, Ariel. Donc, ce que j'entends, si je résume, tu me valideras, s'il te plaît, Ariel. C'est important d'abord de faire la démarche en soi, de comprendre. Hein. La compréhension est excessivement importante. Et ensuite, de faire le cheminement pour être ou devenir la personne que tu es fondamentalement depuis ta naissance. Exact. Puis, dans la transition, il y a quand même il y a un timing dans la transition. Il y a des Okay? personnes qui, parce que le besoin viscéral qu'il y a de faire une transition, pour certaines personnes, plus tu attends, plus ce besoin-là devient fort et devient incontrôlable. C'est là que quand on dépasse un certain seuil, la transition doit être faite pour certaines personnes le plus rapidement possible, mais en même temps, s'il y a des, j'aime pas dire étapes, mais s'il y a des cheminements qui n'ont pas été nécessairement faits à cause de la pression du changement, ça peut emmener plus de problématiques dans le futur que ça va en régler. C'est Mm-hmm. pour ça aussi que dans les débuts, le suivi psychologique aide à réguler ce besoin-là, parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire leur transition là, en un an, tout est fait.
En Ouais. un an, il y a des femmes trans, là, en un an, là, ils ont eu leurs hormones, ils ont eu leurs affaires, leurs opérations sont toutes faites. Puis, mais un an, là, c'est très court. C'est très, 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 très court pour faire tout le cheminement, laisser le temps aux hormones. On vit une deuxième puberté. C'est laisser le temps au corps de subir sa deuxième puberté, d'être capable de faire les changements. Parce que si je me fie à moi, dans les débuts, je voulais tout avoir. La dysphorie, le mal-être était tellement partout que j'aurais pas pu voir clair sur ce que j'avais vraiment besoin puis ce que je voulais parce que c'était trop là, trop poignant. Fallait que je fasse quelque chose. Mais justement, en n'allant pas à des vitesses incroyables, ça m'a permis d'éviter des erreurs. Ça m'a permis d'éviter des choses que j'aurais peut-être faites sur un coup de tête qui, après coup, après des années, mettons, d'hormonothérapie, là, ça va faire quand même 9 ans, qu'il y a, de la dysphorie qui était à certains endroits qui, avec les hormones, a disparu. Avec tous les changements que ça a apporté, que, en fin de compte, j'aurais vécu certaines choses qui auraient été quand même des choses pas graves, mais des choses importantes, des choses qui ont une incidence sur la vie beaucoup plus poussée que j'aurais peut-être pas eu nécessairement besoin en prenant un petit peu plus le temps de bien assimiler tous les changements tranquillement, pas vite, et à les prendre. Tu sais, les échelles, là, souvent, on dit gravir les échelons tranquillement, pas vite. On monte une échelle petit peu par petit peu. Si Ouais. l'échelle a 1 mètre entre chaque barreau, la probabilité, la possibilité de se péter la gueule est très forte. Tandis que quand on a une échelle avec des plus petits barreaux, on est capable, si on manque une marche, on ne tombe pas de l'échelle. C'est ça. On peut se rattraper sur les. Tu sais, revenir un petit peu puis remonter plus en force, c'est pas négatif, c'est excessivement positif. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait même une certaine forme de validation dans ta démarche. Oui, validation, c'est une validation très personnelle Oui, de vraiment exactement. m'assurer que, Exact. parce qu'on, une puberté, là, c'est pas facile. Mhm. Tu sais, je me souviens quand j'étais ado, là, on veut tout vite. Il y a La deuxième puberté, c'est exactement la même chose, mais qu'on vit plus tard. Pareil, pareil, pareil. On veut revivre plein de choses, on veut retester plein de choses, on veut faire plein de choses. C'est surprenant à quel point que, je l'ai dit un petit peu au début, là, les hormones, c'est vraiment, vraiment très fort. Ça change vraiment les personnes au plus profond. Ça fait laisser le temps au corps de bien prendre tout le cheminement, l'hormonothérapie, les changements au fur et à mesure qui arrivent. L'hormonothérapie, avant que, on peut avoir de 5 à 7 ans de changement, puis dépasser les changements qu'on va avoir, ça va être des changements reliés à l'âge. Donc, on parle quand même de 5 à 7 ans avant que les hormones aient terminé, on peut dire ça comme ça, le travail complètement pour vraiment s'assurer qu'après ça, tous les changements qu'il aurait dû avoir ont été faits. Là, après ça, vraiment, c'est la vieillesse qui rentre en ligne de compte. La prise de poids, les choses, quand on vieillit, ben, ceci en attire un autre. Il y a des changements naturels qui se font et à un moment donné, ben, les changements finissent par passer. Merci, Ariel, encore une fois, pour toute cette information. Tu nous éduques énormément avec ton vécu, puis avec toutes tes connaissances aussi. Alors, c'est très, très, très instructif, je pense, pour nous toutes. Peut-être avant de passer à notre dernier bloc de questions, puis tu l'as effleuré un petit peu tantôt, mais pour
nous aider justement à devenir toutes des meilleures personnes, tout ensemble, là, tous sexes confondus, pourrais-tu nous aider justement à démystifier, puis surtout comprendre? Ce qu'on veut, je pense, c'est comprendre le sentiment qu'on ressent parfois. Puis on a parlé, là, je sais qu'on a parlé tantôt, là, mais quand on s'adresse justement à une personne, on jase, on discute, peu importe le contexte, une personne LBGTQ+, on ressent parfois un sentiment. Tu le disais tantôt, là, c'est une question qui ne se pose pas au dépanneur, tu ne la poses pas. Mais qu'est-ce que tu nous conseillerais, là, si on va un petit peu plus loin, comment se comporter pour être justement de meilleures personnes et puis de, de, de dire les choses plus correctement, mais tout en ayant un contact, une belle relation là, avec ces personnes. La communication va quand même rester la clé dans la raison pourquoi il y a beaucoup de personnes de la communauté, de la communauté sexuelle et de genre deviennent un petit peu agressifs Oui. quand on les aborde, c'est que on devient habitué de se faire agresser par des questions. Et les gens, souvent, quand ils viennent poser des questions, n'ont pas nécessairement, tu sais, pour une personne bienveillante, il va en avoir 19 qui ne le seront pas. OK. Donc, c'est plate un peu à dire, mais c'est la personne bienveillante qui mange la claque. Parce qu'on ne peut pas le savoir, en fait. OK. Tu sais, on ne peut pas le savoir, la personne qui est en avant de nous, si elle nous veut du bien ou si elle veut juste nous blesser. Et des fois, les questions sont pas, c'est pas top. Tu sais, on va prendre un exemple. Pour un couple, mettons, un couple lesbienne. Tu sais, il y a quand même des hommes qui les approchent en lui demandant c'est qui fait le gars et c'est qui fait la fille. Il y en a d'autres qui disent ah, si vous êtes lesbienne, c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé encore le bon gars. Et je veux dire, c'est des micro-agressions comme ça qui, à force de se faire répéter ces phrases-là tout le temps, ben, à un moment donné, chaque personne qui approche devient un petit peu comme la possibilité de se faire poser encore et toujours les mêmes questions. Fait que c'est sûr que, puis encore là, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise de répondre à ces questions-là. Puis, un peu comme, tu sais, un dimanche matin, quand on n'a pas bu de café, moi, j'aime bien ça le dimanche matin. Mais ça ne te tente pas nécessairement d'avoir à revirer quelqu'un de bord. Tu sais, tout le temps, à tout bout de champ, pour des questions que la personne pourrait aller voir des conférences, pourrait aller se renseigner dans des endroits comme dans des milieux qui sont aptes à répondre à toutes leurs questions. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si tu veux une personne bienveillante, selon moi, doit, avant toute chose, aller voir les personnes qui vont vraiment être aptes à répondre à leurs questions. Aller voir les organismes, aller voir des conférences, participer à des colloques qui parlent de ça. Puis un coup que tu as un minimum d'informations sur le sujet et que tu connais peut-être quelqu'un qui est à l'aise d'en parler, ben, la première question, ça serait de demander, j'aurais des questions pour toi. Est-ce que tu es à l'aise que je te pose? OK. Tu sais, que la personne, parce que la personne, même moi, même si je réponds, même si je fais des conférences, même si à soir je suis avec vous, ça se peut que ça ne me tente pas de répondre à des questions parce que j'ai eu une grosse journée puis que ça ne me tente pas nécessairement de me mettre à expliquer de bout en large c'est quoi la transidentité puis comment que les orientations sexuelles reliées à ça. Puis ça se peut que ça ne me tente pas. C'est un peu comme
sais, on voit un acteur dans la rue, ben, tu ne vas pas nécessairement y sauter dessus pour aller demander un autographe s'il est en train de faire son épicerie. Mm. Tu sais, quand on prend ça en considération, la personne va dire excuse-moi. Tu sais, ils vont s'excuser avant, ils vont te demander ça te dérange-tu de prendre des photos? La personne dit non, elle dit non. C'est exactement la même chose avec les personnes de la communauté sexuelle et de genre. Si tu as des questions, demande si la personne de base a pu répondre à tes questions, puis ça ne veut pas dire que ça va y tenter. Merci, Ariel. Vraiment, c'est important ce que tu nous dis là parce que ça nous fait faire des prises de conscience, à savoir effectivement que ce soit ce sujet-là ou un autre en passant, c'est pas tout le monde qui a le goût ou qui est à l'aise de, et trouvons le bon moment et allons-y dans la bienveillance, Exactement. n'est-ce pas? Alors, merci beaucoup. Francine, tu as levé la main. Est-ce que tu avais un commentaire, une question, ma chère? J'avais oublié que mon micro était fermé. J'avais une question qu'on a un peu effleurée tantôt, puis que j'aimerais parler en tant que féministe qui travaille depuis une trentaine d'années dans le milieu féministe et qui est bien consciente du patriarcat. Moi, je me demande si quand tu as décidé de dire, là, je suis une femme et je décide de vivre en femme, je fais la transition nécessaire pour que je me sente que je sois réellement une femme, là, au-delà de l'enveloppe charnelle avec laquelle je suis née. Est-ce que parfois tu penses que t'es peut-être pas, comment dire, que les femmes, on est des victimes du patriarcat, puis que à quelque part, c'est comme je vais perdre certains privilèges qui étaient accolés à la condition que j'avais avant, et que maintenant, en devenant femme, pas en devenant, là, tu me comprends, là, euh, euh, que je vais perdre. Tu sais, parce que là, ta nouvelle situation fait que tu vas répondre à certains, tu le dis, paramètres, de nouveaux paradigmes, de nouvelles normes sociales qui peut te désavantager, là. Il y a une chose qui est quand même, qui y a avec les normes sociales, c'est que il y a certaines normes sociales qu'on peut accepter de prendre et d'autres qu'on peut refuser Mhm. de prendre. Et il y a quelque chose quand même de sournois dans l'éducation qu'on fait des femmes aujourd'hui, qui est une éducation que, je dirais heureusement, j'ai pas eu, qui fait que il y a certaines façons de penser que j'ai pas nécessairement de base ou Acquise, c'est ça. c'est ça, que j'ai pas nécessairement dans ma vie de tous les jours. Euh, Encore là, c'est vrai qu'aux yeux de certaines personnes, certains, la drive que je peux avoir, la confiance dans certaines choses que je vais avoir, la façon que je vais aller chercher ce que j'ai besoin d'aller chercher, va faire des fois qu'au bout de la ligne, le fait d'avoir eu l'éducation que j'ai eue, bien que ça soit plus dur d'aller les chercher, fait que je vais foncer quand même pour aller les chercher. Mhm. Puis ça, oui, il y a la difficulté là, inhérente euh, dans plein de choses où que, justement, on se fait moins écouter, c'est dérangeant. Mhm. Une femme qui prend de la place, c'est dérangeant. Mhm. Ça dérange les gens alentour, puis parce que c'est comme ça, hein, c'est comme, faut pas, prends pas trop de place. Mais au Québec, on est pas pire aussi là-dessus, là, des petites affaires, on prend pas trop de place, on sort pas du lot, on reste stand-by, c'est minimum, on n'est pas pire là-dedans. Mais tu sais, c'est important d'aller chercher plus loin. Puis, il y a certaines choses puis, qui amènent euh,
J'ai lu une étude justement là, pour les femmes trans et le sport qui est super intéressant, qui a été faite par le gouvernement canadien. C'est 50 études qui ont été mises ensemble. Puis c'est vraiment intéressant de voir que, exemple, dans les sports, si on prend en considération, là, selon les études, à poids égal, autant avec l'hormonothérapie, à poids égal, une femme trans et une femme cisgenre, à poids égal, à grandeur égale, ont exactement la même force. Le désavantage qu'on peut voir, on regarde le sport féminin, là. Il y a combien de la ligne comment que les hommes gagnent dans la Ligue nationale de hockey? Ouais. Le triple de ce que les femmes gagnent. Exactement. Combien de temps de pratique les hommes ont comparativement aux femmes? Le même temps. Beaucoup moins de temps. Ouais, beaucoup moins de temps de Ils pratique ont, de glace. ils ont beaucoup moins de temps. Les femmes ont beaucoup moins de temps de pratique parce on va aller prioriser, dans le sport, on va aller prioriser les hommes. Selon les études qui ont été faites, si on donnerait exactement le même temps, le même moyen financier, la même importance, les femmes pourraient rivaliser avec les hommes dans des catégories de poids et de grandeur similaires. Et ça, c'est la partie très importante. Parce que généralement, quand on regarde les sportifs de haut niveau, souvent sont plus grandes, sont plus bâties, il y a quand même une certaine exercice. Et si on parle c'est sûr qu'on prendrait, mettons, quelqu'un qui c'est sûr que là, on parlait surtout des femmes trans qui ont le même niveau, mais quand il y a certains sports qui ont été sortis dans cette étude-là, là, je ne l'ai pas devant moi, fait que, mais tu sais, c'est vraiment intéressant à aller lire. Tu sais, encore, il y a des sports qui n'ont pas été aux Jeux olympiques. Les femmes n'avaient pas le droit de participer. Même, il y en a même en 2008 que les femmes n'avaient pas le droit de participer. Là. Il y a même des sports encore aujourd'hui que les femmes n'ont pas accès. Il y a même des sports qui avant étaient mixtes, et quand les femmes se sont mis à gagner, soudainement, là, ils ont séparé les catégories. Vous irez là, pour vrai, cette étude-là est vraiment, vraiment intéressante sur le sujet. Et ça éclaire aussi énormément sur, justement, on parlait du patriarcat, on parlait, tu sais, même au point de vue féministe, il y a des pépites dans cette étude-là sur la défense des femmes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Tantôt, on disait qu'un des thèmes cette année, c'est la précarité économique que les femmes vivent souvent. Ici, au centre du Québec, là, les femmes sont plus pauvres que les hommes, c'est prouvé. Puis je pense à une situation qu'une amie me racontait. Elle avait un ami à elle qui était peintre. Mais il était comme toi, lui, il se sentait plus femme qu'homme, fait qu'il a décidé de procéder au changement. Puis pourtant, quand il était un peintre homme, ses toiles se vendaient très bien et il avait une certaine cote intéressante. Quand il est devenu une femme, quand il est devenu une femme, ses toiles ont perdu de la valeur et il vendait ses toiles moins cher, tout simplement parce qu'il était une femme, qu'il était lui-même. Alors, il disait, mon style de peinture n'a pas changé. Je fais toujours le même style de toile. J'ai toujours le même talent, ça n'a pas changé. Mais maintenant, mes toiles sur mon marché valent moins cher parce que je m'appelle, là, je dis n'importe quoi, là. Je m'appelle plus Pierre, mais je m'appelle Pierrette. Alors, vraiment, il dit, comme puis les femmes peintres, c'est prouvé, gagnent moins cher. Donc, il dit, j'ai vraiment perdu là-dessus au niveau financier. Effectivement, c'est ça. C'est vraiment intéressant à voir pour justement, justement changer les choses, puis de voir où est-ce qu'on peut faire des actions, parce qu'il y a des choses vraiment. Malheureusement, en 2023, là, bientôt 2024,
les journaux sont plus ce qu'ils étaient. On a énormément de chroniques d'opinion et dans un débat, l'opinion est la plus faible des choses. Dans un débat, une opinion, là, ça vaut fuck all. Pourtant, tout ce qu'on met de l'avant dans les journaux dernièrement, c'est des textes d'opinion. Des opinions et des opinions qui amènent des clics et qui n'ont même pas été contre-vérifiées ou qui n'ont pas de source légale et vérifiable d'information. Et là, les gens, c'est pour ça un petit peu aussi les approches. On parlait d'approches, tu sais, que les personnes de la communauté devenaient comme vraiment sur la défensive. C'est que les gens prennent leur information dans les nouvelles et ce qui est amené. Et on parle d'opinion. Donc là, on a une opinion qui est reprise de quelqu'un qui s'est fait une opinion sur une opinion qui s'est refaite d'une opinion sur une opinion. On est rendu loin, là. On est vraiment rendu loin dans la vérité de l'information et dans le vérifiable, là. Ça va, Francine? Ça complète ta Oh, oui, question? oui, ça va. Merci. Merci, Ariel, aussi. On a quand même quelques commentaires là, dans le chat, alors je tiens à vous remercier. Et puis on voit aussi, on parlait du sport tantôt, on disait, on le voit au soccer en ce moment en Europe. J'ai vu un beau commentaire tantôt que j'ai bien aimé. On dit bonsoir, ce n'est pas un sentiment, c'est un ressenti viscéral quand on est la personne que nous sommes, hein. Tu l'as mentionné tantôt, Ariel. C'est pas parce que le docteur prend quelques secondes pour dire un gars, une fille, que ça détermine toute notre histoire. J'aime beaucoup, beaucoup cette image-là. Je vais m'en souvenir. Je pense que c'est vraiment à ça qu'il faut se raccrocher. Et puis, effectivement, tout n'est pas déterminé là. Bien au contraire. Ce n'est que le commencement. Et après ça, ben, c'est la personne qui va déterminer, comme tu le dis, et qui va faire son cheminement, son parcours, et qui va devenir la personne qu'elle souhaite être. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais le goût de souhaiter aux personnes, d'être la personne que vous êtes. Pour le bonheur des gens et pour le mieux-être des gens aussi, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je commence. Je pense qu'on Il y avait a une eu. question, Daniel, aussi, Allons-y. qui Est-ce que tu veux était... nous la lire, Marie? ouais, je vais la lire. En fait, c'est comment se passe... Bon, là, on a un petit peu... On a un commentaire comme quoi que, bon, les participantes sont très contentes d'être avec nous. C'est très enrichissant. Comment se passe ce ressenti? Là, on parle, je pense, de la dysphorie. Vous me reprendrez. Comment se pressentir femme, puisque finalement, les modèles féminins sont bâtis sur des lignes tracées par d'autres, par des stéréotypes? Ben, ça c'est quand même intéressant parce que on n'est pas femme à cause des stéréotypes. Parce que s'il fallait qu'on soit femme à cause des stéréotypes, toutes les femmes seraient pareilles. Exactement. Les stéréotypes euh, sont une facilité de l'humain à classer les individus. Donc, on s'attend que certains humains prennent les stéréotypes, fassent vivre les stéréotypes, mais le stéréotype n'est pas l'individu. C'est un petit peu là, tu sais, on fait comme comment se pressentir femme, c'est qu'on se pressent pas, on l'est. Point. C'est pas nécessairement un pressenti ou quelque chose, c'est on l'est. Autant, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ah ben tu sais, j'aimais plus les choses de filles que de gars. J'aimais plus tu sais, les vêtements, j'étais plus proche de mes émotions. Mais ça,
c'est des raisons qu'on peut donner pour expliquer quelque chose d'inexplicable. Parce que on n'aime vraiment pas ça, des choses qui ne s'expliquent pas. Même si on est aujourd'hui capable, avec la science, de voir que le modèle humain est beaucoup plus complexe que X, 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 Y, et, etc. C'est vraiment plus large que ça. T'sais, ça, on est vraiment de la biologie basique, basique, basique d'enfants de maternelle. Mais quand on va pousser un petit peu plus loin, ben, si ce serait aussi simple, il n'y aurait pas autant de littérature sur le sujet. Si ce serait quelque chose d'aussi basique puis qu'il n'y aurait rien d'autre, on ne continuerait pas à faire des recherches sur le sujet, à essayer de pousser le questionnement plus loin parce que ce serait un fait avéré qu'il n'y a aucune. Mais il y a tellement de gens intersexes, il y a tellement de personnes qui ont des. C'est même qui sont même qui ne seraient pas considérés intersexes, mais qu'à l'adolescence, ils ont leur corps ne tolère pas l'hormone, ne la prend pas. Ils ne se développent pas comme il faudrait qu'ils se développent. Ça, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et il y a différentes études sur le cerveau aussi qui est fait surtout après les transitions pour voir un petit peu là, les changements hormonaux que ça amène sur la psyché humaine. C'est super intéressant, ça aussi. Mais dans les débuts de transition, beaucoup de personnes vont justement, beaucoup de femmes trans, d'hommes trans vont prendre les stéréotypes, vont les appliquer dans le tapis au maximum des stéréotypes pour mieux passer aux yeux de la société. Parce que quand on respecte tous les stéréotypes, on passe très bien en société. Mais ce n'est pas nécessairement tous les stéréotypes qui nous touchent, ce n'est pas nécessairement tous les stéréotypes qu'on a envie de perpétrer, de montrer aux gens. Puis à un moment donné, bien, il y a tous ces petits changements-là. C'est un petit peu apprendre à se connaître. Dans les débuts, c'est too much. Dans les débuts, c'est tout. Puis à un moment donné, ça finit par devenir qu'est-ce qu'on garde pas, et ça finit par se stabiliser avec le temps dans tout ça. Fait que c'est un petit peu ça, c'est que ça s'explique malheureusement pas, c'est un fait, et on doit accepter, nous, ce fait-là, et faire ce qu'on pense qui est mieux pour nous, pour notre développement psychologique, pour être capable de justement vivre une vie pleine et épanouie. Je pense que ce que tu viens de nommer et d'expliquer, Ariel, c'est absolument vrai. Cela étant dit, c'est loin d'être simple, hein, parce que je pense que toi, tu as fait un cheminement. En fait, on le voit, on le sent que tu as cheminé, tu as pris de l'information, comme tu le dis, sur des sources crédibles et tout ça. Et j'abonde dans ton sens quand tu dis qu'aujourd'hui, dans notre monde, on aime bien classifier les choses, hein, d'où les stéréotypes d'ailleurs. Et moi, il y a une chose quand même qui m'encourage un petit peu, c'est que là, on parle beaucoup, et j'en suis très heureuse d'inclusion. Donc, En effet. hein? En Alors, je effet. pense en tout cas, moi, j'ose avoir de l'espoir pour l'avenir avec toute cette inclusion de tout genre, effectivement. Je pense qu'il y a de l'espoir dans tout ça. Et il faut continuer et à faire justement des activités comme on le fait et continuer d'en parler pour démystifier parce qu'on l'a mentionné, on le rementionne, c'est souvent l'ignorance qui Oui, nous puis amène à être... c'est ça qui est problématique, c'est que plus qu'on ça. va avoir, malheureusement, on a tout et son contraire. Hein. Plus on va parler d'inclusion, plus on va avoir l'autre côté qui va se mettre à parler, qui dernièrement a monté quand même un petit peu. Là, on parle de masculinisme. Oui. Qui devient, ouais, là, je vois vos sourires, qui est quand même des commentaires dangereux, très dangereux. Puis peu importe là, que ce soit
pour l'homophobie, la transphobie, le féminisme. Là, on n'est plus juste dans le genre, chacun de notre côté, puis on fait un petit peu. Non, c'est des commentaires qui touchent toutes les communautés. Fait à un moment donné, oui, c'est bien qu'on parle beaucoup d'inclusion. Plus qu'on va parler d'inclusion, plus il va falloir qu'il y ait d'activités de sensibilisation. Puis, oui, effectivement, c'est cette recherche-là que plus il va y avoir d'inclusion, plus il va falloir faire des activités comme ça pour permettre aux gens de poser leurs questions, puis d'aller chercher plus loin l'information parce que ça devient vraiment problématique si les gens se mettent à croire n'importe quoi au bout de la ligne. Exactement, exactement. Alors, on arrive presque à la fin là, de notre période d'échange et de notre activité. Est-ce que, avant qu'on passe peut-être à la conclusion, vous avez d'autres questionnements, d'autres commentaires, Maryse? Est-ce qu'on a des particularités Oui, dans le chat? en fait, on vient d'avoir un commentaire dans le chat tout juste là, qui vient de popper. Donc, bravo pour cette belle soirée, les belles interventions. J'ai une question qui s'adresse à toutes. Donc, toutes et tous, vous pouvez répondre. Quelle est votre position face au mouvement je reprends ma phrase. Quelle est votre position face au mouvement et idéologie politique en ce moment, prenant pour exemple une augmentation de 20% pour un métier traditionnellement masculin, entre parenthèses policier, et de 11,5% pour les métiers traditionnellement féminins, lorsqu'on parle de travailleuses de la santé, enseignantes. Je pourrais aussi ajouter l'acharnement sur la communauté de la part du gouvernement. Est-ce que... Moi, j'aurais le goût de proposer qu'on fasse un webinaire sur le sujet. Pour Parce vrai, il y qu'effectivement, aurait du contenu, il y a pour en faire un autre. vraiment, vraiment, je pense que toutes, on aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je ne sais pas, Ariel, comme tu es notre invité, est-ce qu'on va te donner l'honneur de répondre brièvement aux commentaires? On voit quand même un petit peu, dernièrement, je suis tombé sur quand même beaucoup de vidéos. Justement, on parlait que depuis, je ne sais plus quelle date, là, les femmes travaillent gratuitement. C'est cette semaine là, qu'il y a eu puis, on voyait beaucoup de commentaires là, de gens qui disaient à travail égal dans le même salaire, dans la même job. C'est vrai, dans la même job, un policier et une policière vont gagner le même salaire parce qu'il y a les protections au niveau du même emploi. Ouais. Le problème, c'est que vu que les emplois sont souvent genrés, c'est justement là qu'il devient le gap de salaire. Puis là, c'est sûr il y en a qui vont dire qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, mais au bout de la ligne, n'importe qui mérite d'avoir un salaire viable. Là. C'est pas juste. Ça fait partie selon moi, de la base d'avoir un salaire qui te permet de vivre, pas juste survivre. Fait que c'est sûr que c'est sûr que pour ce qui est des augmentations présentement, il y a quand même, c'est encore en négociation, là, il y a quand même des choses qui vont se faire, je suis pas mal certaine à ce niveau-là. Puis de voir aussi là, qu'est-ce qui va arriver là-dedans. Je pense que c'est le futur qui va être capable de nous le dire au bout de la ligne à ce niveau-là. Un message, dans certaines usines, les femmes gagnent moins pour le même travail. Techniquement, selon la loi et selon les politiques monétaires des entreprises, c'est pas supposé. Non. Il est censé avoir dans chaque entreprise, encore plus dans les usines, il est censé avoir des chartes de salaire et c'est surveillé. Les chefs d'entreprise doivent envoyer au gouvernement leur charte pour le respect des salaires. Donc, jusqu'à quel point ils ne sont pas censés gagner moins de l'heure, du moins pour un travail
égale à ancienneté égale, techniquement. Rendu là, c'est sûr que techniquement, rendu là, s'il y a vraiment ça, ben, il y a quand même un processus qui peut être fait de plainte à ce niveau-là. Il y a quand même des protections légaux à cette situation-là qui mériteraient quand même d'être vérifiées, là, rendu là assez, parce que il y a quand même des lois qui ont quand même des dents là, pour l'équité salariale dans les entreprises où ce qu'à travail égal, le salaire est égaux. Mais je pense qu'il y a quand même aussi là-dedans, on devrait arrêter d'avoir peur de parler d'argent. Au Québec, on a vraiment une peur de parler d'argent. Dans les entreprises, il y a souvent des conventions que tu n'as pas le droit de parler. Il ne faut pas que tu dises ton salaire, il ne faut pas que tu dises ce que tu gagnes. Et ça ne devrait pas être un tabou de parler d'argent, de parler de salaire, de savoir. Ça devrait être normal de parler d'argent. C'est ce qui fait tourner le monde et le monde en a peur. C'est problématique. C'est la base de notre société, les finances. Tellement de gens ne s'y connaissent pas du tout. Et c'est dans les familles, ça fait partie des plus grosses chicanes, l'argent. Tout à fait. Tout à fait. Avec la religion Oui. La politique. Et la politique. Et la politique. C'est ça, ça fait partie des 3 tabous qu'on ne parle pas dans un repas de Noël. Pourtant, l'argent ne devrait jamais être un tabou et encore moins en entreprise. On enlèverait un pouvoir énorme dans les mains des gestionnaires. Si on pourrait parler d'argent, on enlèverait un pouvoir énorme dans les mains des gestionnaires. Et ça aussi, Ariel, si tu me permets, ça pourrait aussi faire l'objet d'un autre webinaire. Alors, que de sujets intéressants nous avons à jaser. Francine, peut-être juste avant de conclure, je te laisserai le mot de la fin. Ben, pas vraiment un mot de la fin. Je voulais répondre à la personne qui se demandait pourquoi les policiers vont avoir une plus grande augmentation que les infirmières, les professeurs. Parce que souvent, la façon dont on accorde une valeur à un emploi, c'est souvent le prolongement du rôle qu'on leur donne dans la société. Les policiers sont des protecteurs, sont des gens qui vont protéger la population, sont des hommes qui sont forts, qui sont là et qui ont un rôle social beaucoup plus défini et plus important selon des personnes. Alors que les femmes, être enseignantes, être infirmière, c'est le prolongement de notre identité comme femme et de notre mission sociale. On s'attend qu'une femme prenne soin des autres, ça fait partie de ses gènes. Donc, à ce moment-là, on a tendance à moins les payer. Et même si c'est plus vraiment le cas maintenant, il y a quelques années, moi, j'ai déjà entendu dans un comité de sélection pour le poste d'une direction, on a engagé un directeur ou une directrice et il y a quelqu'un dans le comité qui a dit, mais on pourrait engager la femme parce qu'on va pouvoir la payer moins cher. Parce qu'une femme, ça n'a pas besoin de travailler, d'avoir un plus grand salaire parce qu'elle a un homme avec elle qui va la faire vivre. Et le salaire de la femme, c'est un salaire d'appoint pour se payer des gâteries, ce qui est plus vrai aujourd'hui en 2020, en 2023, mais ça reste encore dans l'inconscient que le salaire de la femme est moins important. Mais c'est souvent la valeur qui découle du rôle social qu'on donne aux gens. Mais il y a le mot vocation aussi, que moi, Oui. techniquement, quand j'entends ce mot-là, j'ai les oreilles qui frisent. Parce que bizarrement, le mot vocation ne s'applique qu'aux emplois ou que la majorité que ce sont des femmes qui les font. Parce que vu qu'ils veulent justement prendre soin, ben, tu sais, je veux dire, sans besoin il y a de la gratification, donc pas besoin de les payer autant. Oui, c'est ça. Oui, ils vont en faire plus. Mais le mot vocation est tellement mal utilisé qu'aujourd'hui, il est rendu péjoratif. Tellement. Mm. Mm.
Alors, écoutez, mesdames, je pense qu'on pourrait effectivement continuer cette soirée, mais comme on avait parlé d'une rencontre ne dépassant pas trop 1h30 parce qu'on imagine que vous avez peut-être d'autres choses à faire dans votre fin de journée. Ben, tout d'abord, moi, je veux vraiment te remercier, Ariel. Tu nous as instruit beaucoup. Je pense que je l'ai dit plusieurs fois durant le webinaire, mais je le répète encore parce que c'est tellement percutant et vrai. Tu changes le monde. Tu nous as changé ce soir par tes propos. Tu nous as instruits. Tu le fais très bien. Tu as une très bonne façon de t'exprimer et c'est très, très, très clair. Alors, moi, je te remercie du fond du cœur et bien sûr, je t'encourage à poursuivre, à répandre la bonne nouvelle. Je pense qu'il faut le dire comme ça parce que c'est une bonne nouvelle qu'il faut continuer à répandre pour qu'on soit des personnes bienveillantes. Euh, je veux remercier aussi la table d'avoir organisé cette activité qui, je pense, qui est encore une fois très utile, qui nous permet d'avancer comme société, qui nous permet d'avancer dans le mouvement féministe et pour toutes les femmes, en fait. C'est utile à tout le monde et merci encore une fois à Maryse et à Francine. Merci à vous qui avez pris de votre précieux temps, qui nous avez choisi qui avez choisi d'être avec nous. Et puis je terminerai en vous disant que beaucoup de femmes, effectivement, sont victimes de violences. On dit que dans le cas des femmes transgenres, elles vivent certes des violences parce qu'elles sont des femmes. Ariel, tu nous en as parlé. Or, dans leur situation, si on pense à l'intersectionnalité en tant que femmes trans, elles sont aussi, faut le nommer, à la croisée des oppressions. Donc, en résumé, chaque femme vit des particularités selon sa situation, mais on doit tenir compte de toutes ces particularités pour inclure toutes les inégalités et toutes les violences que vivent toutes les femmes. Et surtout, surtout, adresser des solutions. Et je terminerai en vous disant que l'ONU Femmes a nommé 3 pistes de solutions que j'ai trouvées et que j'ai le goût de vous partager parce que je les trouve vraiment intéressantes. On dit que tout d'abord, il est indispensable d'investir dans les organisations de défense des droits des femmes et de les soutenir. Les recherches montrent que l'existence d'un mouvement féministe fort et autonome, c'est le facteur déterminant pour faire évoluer les politiques visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles, rien de moins. Donc, tant au niveau national que mondial, et que les organisations de femmes jouent un rôle essentiel en assurant des services au niveau local, bien sûr, puis renforcent aussi l'autonomisation des femmes en atteignant celles qui sont plus susceptibles d'être laissées pour compte. Donc, moi, je conclurai en vous disant vivement le féminisme et les actions entreprises par la table de concertation du mouvement des femmes du Centre du Québec et tous les centres de femmes. Vraiment, je le crie haut et fort, on a besoin de vous, mesdames. Continuez à répandre la bonne nouvelle et à travailler très fort comme vous le faites. On a vraiment besoin de vous. Et enfin, bien, ce webinaire va être disponible en balado les prochaines semaines. Alors, je vous dis à toutes merci et à une prochaine fois. Merci, Danielle, pour l'animation. Ça fait plaisir.